dans ce webinaire concernant le sujet du rôle du référent handicap dans les organismes de formation. Ce webinaire s'inscrit dans le cycle du mois de la formation, piloté par la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, je suis Christophe Creuse, chargé de mission à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Interviendront au cours de ce webinaire Hervé Mainviel de la région Nouvelle-Aquitaine, Thomas Gabriel de l'AGFIP Nouvelle-Aquitaine, Audrey Beignot du CRFH. Il y aura aussi un témoignage, le témoignage de Stéphane Allot du CIAM, du Centre international en mouvement de Bordeaux. Et puis nous serons assistés, en tout cas pour la gestion du chat, par Cathy Dandévielle du CRFH. Donc vous pourrez poser toutes les questions, les remarques que vous souhaitez dans le chat. Normalement, c'est en bas à droite, en bas voilà, il y a déjà des messages du chat, hein, donc en bas à droite. Donc n'hésitez pas à poser des questions, des remarques que nous traiterons en fin de webinaire. Je vous précise que ce webinaire est enregistré, ce qui permettra de diffuser le replay prochainement, ainsi que le support hein, qui seront téléchargeables aussi, en tout cas sur la partie du programme de professionnalisation de Parcours Pro dans lequel est organisé ce webinaire. Il y aura le support et puis le lien vers le replay. Place aux intervenants hein, pour nous expliquer ce qui relève d'une formation inclusive et du rôle, en tout cas, du référent handicap dans les organismes de formation. Monsieur Mainviel, c'est à vous. Donc, Hervé Mainviel de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour messieurs, dames, ravi de partager avec vous ce moment. Une introduction assez rapide du côté de la région et de la GFIP aujourd'hui, hein, puisque bien évidemment ce travail qui est en place depuis plusieurs années autour de l'accès à la formation des personnes en situation de handicap, c'est un travail de forte concertation et une politique concertée bien évidemment avec la GFIP. Et vous verrez qu'on on s'appuie sur, et vous le savez déjà, sur un centre ressources formation handicap qui va témoigner de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui pour, j'allais dire, accompagner cette démarche d'un meilleur accès des personnes en situation de handicap à la formation, mais évidemment à l'emploi. Aujourd'hui, quelques mots sur la démarche engagée, le webinaire, bien évidemment. Il s'inscrit dans le mois de la formation. Ce mois de la formation qui a démarré le 9 septembre et qui va se terminer le 11 octobre. Le mois de la formation, vous avez dû voir un certain nombre de bannières jaunes et noires. C'est un objectif de mettre en avant les actions de formation, que ce soit des informations collectives, que ce soit des ateliers découvertes des métiers, que ce soit effectivement des visites d'entreprise. Près de 820 actions ont été dénombrées sur le mois de la formation hein, entre le 9 septembre et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce webinaire, il va clôturer un cycle de ce mois de la formation qui a un objectif aussi, bien évidemment, c'est de booster les entrées en formation. Et a priori, on a des résultats sur le mois de septembre d'entrées en formation qui ont l'air d'être assez positifs. Mais bien évidemment, on vous donnera des éléments plus complémentaires dès qu'on aura fait le bilan de ce mois de la formation et de l'emploi. Donc cette démarche-là, ce webinaire, il s'inscrit dans l'ambition qu'on porte au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la question de l'accès de la formation pour tous. La démarche formée au-delà du handicap, ça se matérialise par un programme, le fameux PRAF-QPH, alors Programme régional d'accès à la formation et la qualification des personnes en situation de handicap. C'est pas facile à dire, mais désormais on y arrive assez facilement. Donc ce programme régional 2023-2028, il est pas nouveau hein, en région Nouvelle-Aquitaine puisqu'il y avait déjà un premier programme en 2018. On est assez fiers aussi de se dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, ben, on est la région la seule région à avoir mis en place ce programme régional. Cette ambition qu'on porte avec la GFIP du programme, bah, ça définit des priorités qui sont consolider l'accès à la formation, qui sont la sécurisation des parcours, c'est un élément
assez important, bien évidemment, qu'il s'agisse de personnes en situation de handicap ou qu'il s'agisse des publics qui accèdent à l'offre de formation. Et bien évidemment, former au sein de la région, ça signifie aussi accompagner vers l'insertion professionnelle et c'est aussi les liens que l'on peut faire avec le PRITH, mais aussi avec les entreprises et le secteur économique. Euh, on a parlé rapidement des résultats. Enfin, j'ai pas donné des résultats sur la question de l'accès à la formation des personnes en situation de handicap, mais aujourd'hui, on a plutôt des taux d'insertion en formation qui sont bons, puisque 14% des personnes formées en Nouvelle-Aquitaine sont des personnes en situation de handicap, ce qui est un pourcentage nettement supérieur à ce que l'on retrouve généralement dans la représentation des personnes en situation de handicap dans la demande d'emploi. L'objectif aujourd'hui du webinaire, ben, c'est effectivement poursuivre ce travail de collaboration. C'est resituer le rôle du référent handicap comme bien évidemment un rôle central, mais pas que, parce que la question du handicap, c'est l'affaire de tous. On est tous concernés pour, j'allais dire, monter un peu le curseur sur ce sujet-là, pour pouvoir aussi accompagner, bien évidemment, les organismes de formation avec lesquels on travaille, accompagner les personnes en situation de handicap pour qu'elles aient un accès aux droits communs, bien évidemment. Et ce travail collectif, il est aussi au sein du PRAF QPH, il se trouve aussi, on le retrouve aussi dans le pilotage qui est mené, puisque on a des comités de pilotage où sont présents les services de l'État, la GFIP, le CRFH, et nos partenaires sociaux également, dont les entreprises. Je voulais remercier bien évidemment tous les intervenants qui œuvrent aujourd'hui au quotidien, mais bien évidemment la GFIP, le CRFH, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, puisque bien évidemment c'est un acteur majeur du travail aussi de mise en visibilité, mais aussi qui travaille avec nous notamment sur l'observatoire emploi, formation en lien avec le handicap. Donc on a un certain nombre d'outils qui sont structurés. Et bien évidemment, je n'oublierai pas mes collègues de la région, hein, que ce soit Sylvia Ethelin et Marion Roussière qui œuvrent au quotidien sur ce sujet-là, mais également tous les services régionaux qui vont dans la même direction pour favoriser au mieux cette politique transversale. Je laisse la parole à la GFIP et je vous remercie puisque j'ai vu qu'on avait quasiment 350 inscrits aujourd'hui. Donc ça démontre aussi, quand on parle d'une ambition partagée, je crois que le nombre de personnes qui se connectent aujourd'hui, c'est aussi la traduction, en tout cas, de ce souhait. Merci. Merci, merci Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là également aujourd'hui. Puis merci pour votre mobilisation massive ce jour pour participation à ce webinaire-là. En quelques mots, ce que nous souhaitions aborder, nous, l'AGFIP, c'est évoquer avec vous cette démarche qu'est la ressource handicap formation. Alors, on a déjà parlé, on parlera encore ce matin de démarche partagée, de concertation, de réflexion, réflexion collective. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre ressource handicap, handicap formation, qui est donc l'un des piliers du plan stratégique de la GFIP national, mais qui est issu des travaux néo-aquitains, en tout cas d'une démarche construite et concertée avec l'ensemble des institutionnels et des différents partenaires que vous représentez aujourd'hui, qu'on a massivement travaillé depuis plusieurs années avec la région Nouvelle-Aquitaine et on les en remercie, bien entendu. Une démarche, la ressource handicap formation, qui est une démarche qui vise à aller partager des réflexions sur la compensation et l'accessibilité des formations avec l'ensemble des partenaires institutionnels et opérationnels. On est vraiment dans l'idée de partager, de partager des réflexions
d'inscrire cette démarche-là dans le cadre de cette politique concertée, donc le PRAFC-PH, qui effectivement est un acronyme assez, assez douloureux, mais dont le contenu est ô combien efficace et qui déploie quotidiennement euh, un plan d'action qui, pour le coup, offre une opérationnalité intéressante. Cette ERHF-là, qui est portée par le CRFH, dans le cadre du PRAFC PH, ce sera développé un peu plus loin dans cette présentation-là, pardon. C'est aussi une offre de service qui se traduit au travers des différentes missions que porte le Centre aux ressources formation handicap, le CRFH, euh, qui vous seront donnés à voir plus tard. Euh, Voici pour cette première partie-là, pour cette présentation rapide de l'RHF. On peut passer à la slide suivante. Quand on parle de RHF, quand on parle de formation, on parle bien sûr de formation inclusive. Quand on parle de formation inclusive, nous sommes obligés de parler d'une société inclusive avant de parler de formation inclusive et de faire référence bien évidemment à la loi de 2005. La loi de 2005, pour rappel, elle évoque l'accès à tout pour tous, avec un principe posé en préambule qui était la notion de situation de handicap, avec une définition environnementale du handicap qui intègre de fait une responsabilité de la société à l'intégration du handicap dans toutes les dimensions. Donc on a cette société inclusive donc, qui intègre le handicap dans toutes les dimensions, qu'elle soit politique, citoyenne, sociale, économique, au sein des services publics. Et par logique, par pur parallélisme des formes, on parle aussi d'inclusion, d'un organisme de formation inclusive, de formation inclusive. De la même façon, et c'est la loi de 2005 qui rappelle également cet élément-là, c'est l'idée dans un premier temps d'un accès égal au droit à la formation à l'instar de tout citoyen. Ça, c'est une première étape. De quelle façon? De quelle façon? Par l'accessibilité et la compensation du handicap. En quelques mots, l'accessibilité, c'est quoi? Pour pur rappel, c'est tout ce que le centre de formation va devoir anticiper pour faciliter l'accueil des personnes handicapées en formation. La compensation du handicap, c'est quoi? C'est contribuer à l'accessibilité des formations, mais centré sur le besoin particulier de la personne dans un environnement donné. C'est là où on revient sur la définition du handicap situationnel, de la notion de situation de handicap. La logique de formation inclusive, donc c'est ça, c'est intégrer le handicap dans toutes les dimensions. L'accueil, l'accessibilité des locaux, bien sûr, quand on parle d'accessibilité, on peut faire référence prioritairement à l'accessibilité des locaux, mais c'est tout un ensemble. C'est l'accueil, c'est l'organisation, c'est les modalités pédagogiques qui vont être développées et mises en œuvre par un organisme de formation pour accompagner les stagiaires. Tout ce qui est modalité technique, aide technique qui peut exister, tout cet aspect-là va être pris en compte dans la façon dont on va rendre un appareil de formation inclusif. Un des principes, et encore une fois, on va y revenir, mais nous avons la conviction et nous avons posé nos préceptes d'intervention, et ce depuis plusieurs années, sur la conviction qu'une offre de formation de droit commun, inclusive, repose inévitablement sur la coopération des acteurs. Inévitablement. C'est pour ça qu'on va parler de démarche, qu'on va parler de regard croisé, de coopération d'acteurs, je le répète, et notamment se dire qu'un organisme de formation qui sait identifier et s'appuyer sur les acteurs ressources en interne et en externe, autour des situations d'apprenants, autour de l'amélioration de son accessibilité, forcément, ça amènera aussi des réflexes, ça amènera une facilité d'action. Mais l'idée vraiment, c'est de sortir d'une forme d'isolement pour trouver des solutions, pour réfléchir, pour amener des réflexions dans la façon dont on va rendre justement une formation inclusive. Cette réflexion, elle peut être que collective. C'est pour ça on a beaucoup de rencontres de coopération. Le principe de coopération est omniprésent dans nos actions, dans les actions du PRAFC-PH, ainsi que vous le verrez dans les différentes missions du Centre aux ressources formation handicap. En améliorant son accessibilité en se professionnalisant, l'organisme de formation forcément développe de manière continue sa capacité à prendre en compte le handicap de manière générale et de manière particulière.
et encore une fois en s'appuyant sur la coopération d'acteurs et sur la rencontre d'expertises complémentaires. Pour dire que tous les acteurs qui interviennent autour d'une situation, quelle qu'il soit, peuvent apporter à un moment des réponses, des éléments qui vont concourir à la bonne intégration, à la bonne inclusion d'une personne au sein d'une formation. Voilà, je vous remercie, c'était simplement voilà, ces quelques éléments, et puis je vais à mon tour Merci. laisser la parole au Centre Ressources Formation Handicap. Oui, merci Monsieur Gabriel. Donc voilà le centre le CRFH, Centre de ressources formation handicap sur la Couette, donc un centre de ressources service des organismes de formation et des acteurs de l'insertion. Audrey Beignot, c'est à vous. Alors bonjour à tous. Donc le Centre Ressources Formation Handicap, CRFH, dont la mise en œuvre est confiée par l'association Handicaptitude, est sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, donc une ressource qui est mise à disposition dans le cadre de cette politique régionale concertée à la fois région et AGFIP, au service des organismes de formation, mais aussi des acteurs de l'insertion. Donc, comme Thomas Gabriel vous l'a indiqué, le CRFH fait également partie du réseau national RHF, donc Ressources Handicap Formation. Alors, la mission du CRFH, c'est de développer l'accès à la formation des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de formation. Alors, afin d'accompagner les organismes de formation à répondre à cette obligation d'accessibilité qui est posée par la loi du 11 février 2005, le CRFH propose aux organismes de formation de s'engager dans une démarche de développement de leur accessibilité. Alors, du coup, cette démarche, que vous connaissez déjà pour certains, a pour finalité de développer l'accès à la formation des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de formation et a pour objectif de permettre à tous les organismes de formation en Nouvelle-Aquitaine de répondre à leurs obligations d'accueil et d'accessibilité, mais aussi de s'inscrire véritablement dans une démarche d'amélioration continue de leur accessibilité, mais aussi de pouvoir bénéficier, en étant inscrit dans cette démarche, d'une offre de services et d'outils pour soutenir véritablement le développement de son accessibilité. Alors, du coup, on va vous diffuser une petite vidéo que certains connaissent déjà, mais voilà, qui explique plutôt pas mal cette démarche. Voilà, une petite vidéo de 3 minutes, on va vous la diffuser, puisque du coup, cette démarche maintenant est dans toutes les régions voilà, de France en tant qu'outil et guide pour les centres de formation, afin de pouvoir les accompagner dans ce développement-là. Alors, l'accessibilité de tout pour tous est un principe affirmé par la loi du 11 février 2005. C'est un droit pour toute personne qui peut être placée en situation de handicap par la conception ou l'organisation des lieux, mais aussi des conditions de formation ou de travail. Et c'est un devoir pour les organismes de formation de mettre en place une politique d'accueil des personnes handicapées qui permettra d'organiser la compensation des situations individuelles de handicap. Un devoir pas si simple à mettre en œuvre. L'accessibilité, c'est l'ensemble des moyens qui vont être développés pour permettre un meilleur accès des personnes en situation de handicap aux services, aux lieux, au contenu des formations et qui vont pouvoir être utilisés par tous. Alors, un organisme de formation accessible, c'est quoi? Quelle traduction sur le terrain? Une démarche de progrès pour l'accessibilité des formations est proposée en Nouvelle-Aquitaine pour guider les organismes de formation. Conçue par des professionnels acteurs de terrain, représentant des réseaux de la formation, cette démarche s'inscrit dans la politique régionale pour la formation des personnes handicapées et est reconnue par les financeurs de la formation. Comment ça marche? Le premier pas, c'est la signature de la charte régionale pour l'accessibilité, gage de l'engagement de la direction. Elle définit les engagements de l'organisme de formation et précise les ressources mises à sa disposition dans le cadre de la politique régionale. C'est ensuite la désignation, au sein de chaque organisme de formation, d'un référent handicap, personne ressource pour la direction, l'équipe pédagogique, l'ensemble des personnels et les publics accueillis.
C'est enfin un autopositionnement sur une grille d'indicateurs de pratique facilité par un outil dématérialisé. La grille est composée d'un socle minimal de 12 indicateurs et d'indicateurs d'amélioration continue qui permettent de questionner l'accessibilité sous tous ses aspects. L'outil permet de valoriser ce qui est déjà en place, mais aussi d'élaborer un plan d'amélioration continue des pratiques. Cette démarche régionale est complémentaire à la certification nationale qualité. La région Nouvelle-Aquitaine en tient compte pour l'attribution de financements en soutien à l'apprentissage. En résumé, pour les organismes engagés, la démarche de progrès pour l'accessibilité des formations permet de s'auto-positionner et de construire un plan d'action, de rendre lisible son accessibilité et de répondre à ses obligations légales. Pour les personnes en situation de handicap et les partenaires, référents de parcours, employeurs, financeurs, c'est un gage de l'accessibilité et de la dynamique d'amélioration continue des organismes de formation. Pour vous informer et vous engager, Alors, du coup, cette démarche, comme vous avez pu le voir, comporte différentes étapes. Tout d'abord, l'engagement du centre de formation dans cette démarche est matérialisé par la signature d'une charte qui est signée donc par la direction du centre de formation. Le centre doit ensuite s'auto-évaluer sur son accessibilité via une plateforme en ligne. Il va ainsi interroger l'identification du public en situation de handicap, son accueil, son accessibilité pédagogique, bien sûr, l'accessibilité de ses locaux, également sa communication, etc. Grâce à cet auto-positionnement, le centre de formation va pouvoir faire un point global sur ses pratiques d'accessibilité. Puis, en fait, au regard des axes d'amélioration qu'il va identifier, il va mettre en place un plan d'action. Et l'auto-évaluation et le plan d'action seront révisés en fait régulièrement. Voilà. Suite à ça, on remettra au centre de formation des outils de communication pour qu'il puisse bien sûr valoriser également son engagement auprès du public, des partenaires, des institutions. Alors, on va poursuivre maintenant avec la mission du référent handicap en organisme de formation. Donc tout d'abord, bien sûr, cette mission de référent handicap, elle fait partie des points majeurs qui sont interrogés dans cette démarche de progrès. Alors, que pose voilà, la définition de cette mission de référent handicap? Donc sa mission, c'est bien d'animer la politique d'accueil et d'intégration des personnes en situation de handicap en formation, politique d'accueil qui est définie et mise en œuvre par la direction. Donc, le référent handicap constitue une personne ressource pour la direction, l'équipe pédagogique, l'ensemble des personnels, les publics accueillis et les partenaires. Les missions du référent handicap s'inscrivent de la sécurisation du parcours de formation jusqu'au développement de l'accessibilité du centre. Alors, plus précisément, que pose maintenant cette démarche de progrès concernant la mission du référent handicap ? Donc, différents points posés dans sa démarche. Elle indique tout d'abord que le référent handicap est nommé, sensibilisé et professionnalisé sur le sujet du handicap. Donc, l'obligation du référent handicap, de toute façon, est posée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel depuis 2018. Mais il est posé également dans cette démarche qu'il faut vraiment une adhésion de la personne sur cette mission. C'est essentiel voilà, pour mener à bien cette mission. Il dispose aussi, bien sûr, du positionnement utile à la mission, c'est-à-dire qu'en fait, son poste doit lui permettre d'avoir un lien qui soit facilité avec l'ensemble des personnels du centre de formation, mais aussi avec les partenaires externes. La mission du référent handicap est définie et soutenue par la direction. Ça va de soi, mais il est posé qu'il dispose, ce référent handicap, d'un temps dédié à sa réalisation et que ce temps il soit réévalué régulièrement. Voilà. Bien évidemment aussi, il faut que cette mission de référent handicap fasse l'objet d'un document formalisé, donc à minima une fiche mission, au mieux une fiche de poste,
pour également voilà, légitimer cette mission et qu'il y ait un cadre d'action qui soit posé clair pour tous. Le référent handicap est identifié également par l'ensemble des personnels du centre de formation. C'est-à-dire que la nomination, les missions confiées au référent handicap vont devoir faire l'objet d'une communication auprès de l'ensemble du personnel. Dans les grands centres de formation, voilà, ça peut être quelque chose de compliqué. On se rend compte encore aujourd'hui que des référents handicap ne sont pas forcément identifiés par l'ensemble des personnels. Donc, c'est posé également comme un indicateur important à atteindre. Également, le centre de formation doit préciser, bien sûr, les coordonnées du référent handicap à travers ses outils de communication et dans ses locaux. Cette communication, elle est essentielle pour permettre aux personnes de pouvoir très librement faire part de leur situation. Donc, on remet dans le cadre de cette démarche des outils de communication pour pouvoir afficher les coordonnées du référent handicap et montrer que voilà, on est rentré dans cette démarche de progrès pour l'accessibilité de ces formations. Donc ça, c'est ce que pose la démarche de progrès pour l'accessibilité en termes d'indicateurs à atteindre qui concernent la mission du référent handicap. Voilà, si on va un peu plus maintenant en détail dans les principales activités du référent handicap, alors ça reste des principales activités, hein. Bien évidemment, il y a plein d'autres missions, tâches, rôles au-delà de ces activités-là. Mais principalement, on retrouve dans tous les centres de formation ces activités donc, qui sont de favoriser bien évidemment le repérage des personnes en situation de handicap dès l'accueil dans le centre de formation. La question de l'identification, on part de là, bien évidemment. Veiller également à une égalité de traitement lors de toutes les phases de formation, c'est-à-dire les phases de sélection, de période en centre, en entreprise et bien sûr les périodes en examen. Également sensibiliser l'équipe et aussi encourager sa mobilisation sur l'accessibilité du centre. Également diffuser les bonnes pratiques, voilà, en les capitalisant et en les diffusant, donc ces bonnes pratiques, et être force de proposition pour le développement de l'accessibilité pédagogique des formations qui sont dispensées. Et repérer bien sûr des axes de progrès. Savoir aussi mobiliser les dispositifs d'appui pour la mise en place de la compensation du handicap qu'on va vous préciser justement par la suite, hein, ces dispositifs auxquels les centres de formation ont droit pour accompagner leurs pratiques. Également, savoir s'appuyer sur un réseau de partenaires externes, donc identifier ce réseau, développer ce réseau et puis ensuite voilà, pouvoir l'utiliser si c'est nécessaire. Et bien sûr, un point important aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est anticiper la fin de la formation en garantissant bien sûr la transmission aux partenaires des informations utiles pour l'intégration ensuite en emploi, puisque c'est quand même la finalité, bien sûr. Alors, d'ailleurs, il existe, pour ceux qui n'en ont pas encore connaissance, une fiche mission des référents handicap qui a été co-construite avec des référents handicap voilà, de centres de formation. Donc, on a capitalisé au niveau du CRFH toutes ces activités. Donc, elles sont, voilà, cette fiche est en accès sur notre site internet pour vous aider à construire votre propre fiche mission. Alors, on va poursuivre maintenant par le témoignage du directeur du centre de formation du SIAM, qui est également référent handicap de sa structure, qui va un petit peu nous parler de son expérience voilà, en tant que directeur et référent handicap du SIAM pour aborder ce rôle clé du référent handicap en organisme de formation. Donc, on va vous donner la parole, Stéphane Allot, et vous allez pouvoir débuter votre témoignage en nous expliquant comment vous avez pu travailler la mise en place d'une politique d'accueil des personnes en situation de handicap au sein du SIAM. On vous laisse la Oui, parole, Stéphane. très bien. Mais bonjour tout le monde. Donc, en effet, je suis Stéphane Allot, je suis le directeur du SIAM. Alors, je vais situer un petit peu rapidement ce que c'est que le SIAM. Donc, c'est le Centre d'information et d'activité musicale. C'est situé à Bordeaux Centre. Et en fait, c'est un centre de formation dédié à la formation donc, de musiciens
les musiciennes désireux d'intégrer le secteur des musiques actuelles, mais aussi des techniciens et des techniciennes. On forme énormément de techniciens lumière, son, polyvalents, etc. Bon, c'est une structure qui existe depuis une quarantaine d'années et qui, en effet, à l'origine, est une association culturelle qui a évolué petit à petit sur des missions de formation par rapport aux besoins exprimés des publics et à une opportunité sur le territoire de remplir ces missions-là. Euh, comment les choses sont mises en place concernant on va dire une veille particulière sur l'accueil de situations de handicap? Bon, ce que je dois déjà dire, c'est que bon, étant à l'origine une association culturelle, déjà dans l'ADN structurel de l'association, il y avait cette volonté d'accessibilité, d'accueil de tous les publics de manière la plus large. Donc, il y avait déjà une réelle disposition dans les souhaits du bureau associatif de veiller vraiment à une très bonne capacité des personnes en situation de handicap. Mais au-delà de cette volonté-là, il y avait par contre la nécessité de se structurer par rapport à ça, parce que c'était pendant longtemps, ça a été très empirique. Et il se trouve que par ailleurs, moi qui suis à la direction de cette association depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai moi-même des affinités particulières concernant le handicap dans sa globalité, puisque je suis père d'un enfant handicapé. Et donc, du coup, ayant à affronter dans cette situation-là le parcours du combattant que ça peut représenter aujourd'hui d'accompagner un enfant en situation de handicap dans son évolution personnelle, c'est vrai que on va dire que j'avais quand même un terrain plutôt favorable pour pouvoir avoir envie d'être efficace dans mon champ professionnel. Donc ça, c'est le point de départ. Ce que je dois dire aussi en termes de contexte, c'est que le SIAM réalise des marchés de formation sur le champ justement de la formation de musiciens et techniciens pour la région depuis pas mal d'années. Et dans ce cadre-là, bon, dans le cadre du plan régional de formation, c'est dans ce cadre-là qu'un jour on a été contacté par le CRFH pour venir nous exposer justement sa proposition, hein, clairement, puisque c'était de ça dont il s'agissait, d'étayage et d'accompagnement sur la capacité au développement de l'accessibilité en interne. Donc, du coup, par ce biais-là, on a pu améliorer notre démarche d'accueil. Donc, cette démarche d'accueil aujourd'hui, comment elle fonctionne? Alors, la première chose déjà qui a été pointée déjà un peu en amont et qui est une particularité de mon centre, c'est que en effet, le référent handicap, c'est-à-dire moi-même, c'est donc le directeur. Donc ça simplifie quand même pas mal de choses, hein, parce que c'est vrai que ça m'apporte en tant que référent handicap pas mal d'autonomie on va dire, d'emphase quant au fait d'une réelle volonté structurelle quant à la capacité de développer des choses. Je pense que c'est important, mais du coup, je me permets d'insister sur le fait que, en effet, un référent handicap, à mon avis, ne peut travailler efficacement que s'il a en effet de véritables prérogatives et des moyens pour pouvoir développer sa mission en interne. Sans quoi, pour avoir entendu témoigner d'autres référents handicap qui n'avaient pas forcément toujours la chance d'avoir ces moyens, et notamment en effet le temps nécessaire, mais aussi les moyens de communiquer en interne dans le centre de formation par rapport à ça, ça semble vraiment pas évident au quotidien. Donc c'est vrai que moi, je ne suis pas vraiment confronté à cette problématique-là. Et l'autre chose aussi qui mérite d'être précisée aussi dans le cas du SIAM, hein, pour que ce que je vais vous raconter puisse être bien contextualisé, c'est que bon, nous, on a un centre de formation dans lequel aujourd'hui il y a à peu près une demi-douzaine de permanents. Il y a une trentaine de formateurs et formatrices, et on accueille en formation à peu près une centaine de personnes chaque année, toutes catégories confondues. On est sur un champ professionnel dans lequel l'accompagnement à l'individualisation des parcours est central, parce que en fait, musiciens ou techniciens ou techniciennes ou musiciennes, ce sont des trajectoires professionnelles qui nécessitent une grande autonomie, hein, parce qu'en effet, c'est un milieu d'emploi dans lequel il faut, bon, les salariés, les futurs salariés sont eux-mêmes un peu entrepreneurs de leur activité personnelle. Donc, du coup, on est vraiment au cas par cas derrière les stagiaires pour pouvoir leur permettre de s'approprier la manière dont ils vont développer leur activité en fonction de leur profil. Parce que là aussi, on a une multitude de profils différents, ne serait-ce que par la diversité des instruments qui sont pratiqués, des esthétiques musicales, des activités qui sont visées. On travaille, plus on avance dans la formation, plus on est au cas par cas, en fait, quasiment. Donc, du coup, ça aussi, ça peut vraiment aider à avoir le prisme de communication et d'accompagnement avec les stagiaires qui permet d'aller un peu au fond des choses par rapport à ça. Sur des groupes, sur une formation plus collective, avec des groupes, entre guillemets, plus uniformes, ce sera peut-être pas aussi simple que ça ne l'est chez nous. Donc ça, j'en ai pleinement conscience dans ce que je vais présenter.
Voilà, une fois que j'ai dit tout ça, donc la première chose, c'est qu'en effet, bon, évidemment, comme ça a été exposé, nous, en rentrant dans le cadre du CRFH, ben, on a eu la chance d'accéder à un certain nombre d'outils pour communiquer sur nos capacités et l'opportunité pour les personnes en situation de handicap au sein de la structure. Donc ça commence en effet par des affichages, par le fait de mettre sur le site internet des éléments de repère clairs quant au fait qu'on accueille toute personne en situation de handicap, qu'on peut dialoguer avant même l'entrée en formation sur la situation elle-même et essayer d'identifier un petit peu les enjeux. Parce que la première étape, ça va être ça, c'est d'être capable un petit peu de bien identifier pour chaque personne les enjeux, c'est-à-dire les freins, les difficultés ou les nécessités d'adapter un petit peu l'accueil et la formation à la personne par rapport à ses possibilités et à ses difficultés. Donc, bon, ben, ça, c'est par ces usages-là. Alors, on a évidemment dans les dossiers de candidature pour les entrées en formation une question claire concernant êtes-vous en situation de handicap, en fléchant l'identification immédiate du référent handicap, en donnant ben, mon adresse mail, ma ligne directe, etc., pour pouvoir prendre contact avec moi facilement en amont de la formation. Parce que ben, à ce niveau-là, dès l'information sur notre proposition, on va insister un petit peu sur cette possibilité-là. Après quoi, pour rentrer chez nous, il y a des enjeux d'évaluation de prérequis. Donc, la prise de contact préalable est nécessaire pour on évalue la nécessité déjà d'adapter l'évaluation de prérequis. Ça arrive régulièrement quand on prépare l'évaluation de prérequis, peut-être de mettre en place des tiers-temps, des modalités d'évaluation un peu différenciées, etc., pour pouvoir déjà mettre à l'aise la personne par rapport à sa situation de handicap, lui donner la sensation que ça ne va pas être une entrave quant à l'évaluation de ses chances d'entrer en formation. Et puis ça permet déjà aussi une communication dans les équipes pédagogiques qui réalisent ces évaluations de prérequis, qui comprennent rapidement justement les enjeux de la situation de handicap potentiel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bon alors, dans le meilleur des cas, les personnes s'auto-affirment en situation de handicap et répondent à ces questions de manière favorable. Mais il faut pas perdre de vue qu'en fait, moi, j'estimerais à peu près une personne sur deux le nombre de personnes en situation de handicap qui déclarent leur situation de handicap à l'entrée. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, qui ne souhaitent pas le faire. Et donc, du coup, dans le cas où les personnes nous indiquent et nous signalent et nous expliquent leur situation de handicap de manière assez précise, on va dire que c'est la situation la plus simple. Mais par contre, malgré tout, c'est vrai qu'en interne, nous, on a mis en place toute une chaîne de communication et de vigilance quant au fait de pouvoir, nous, éventuellement, identifier des problématiques de handicap potentielles. Et ça commence aussi par l'évaluation de prérequis, puisque les équipes qui font l'évaluation de prérequis sont sensibilisées et formées au fait de pouvoir justement avoir un peu la puce à l'oreille si jamais il y a des postures ou des situations qui se produisent lors des évaluations qui peuvent laisser à penser qu'il puisse y avoir éventuellement des difficultés. Et elles ont aussi les moyens, là aussi, si elles constatent des choses, de pouvoir entrer en communication avec les personnes lors de leur évaluation individuelle pour essayer peut-être de délier un peu la langue et voir éventuellement s'il y a quelque chose d'un peu particulier. Alors évidemment, ça se fait avec beaucoup de subtilité et de pédagogie, mais généralement ça fonctionne assez bien et c'est des choses qui arrivent assez régulièrement, que des personnes non déclarées en situation de handicap, lors de leur évaluation, soient un petit peu rassurées et accompagnées de telle manière à ce que elles puissent peut-être déclarer leur situation. Bien évidemment, tout ça est particulièrement important pour les situations de handicap invisibles, parce que dans les situations de handicap visibles, c'est relativement simple, puisque en l'occurrence, on le perçoit dès la prise de contact, le handicap, voilà. Là où on invite aussi beaucoup les gens à signaler des situations de handicap, c'est que bien évidemment, quand on fait les évaluations de prérequis, on va veiller à l'accessibilité totale de l'évaluation, notamment d'un point de vue moteur et accessibilité physique. Bon, c'est concernant les handicaps invisibles que ça peut être un peu plus complexe. Donc, ça représente, à mon avis, dans les situations de handicap qu'on a pu accompagner, bien les trois quarts. Les trois quarts des situations de handicap qu'on a accompagnées sont des situations de handicap invisibles, que ce soit psychique, d'X ou autre. Voilà. Donc, voilà. Donc, communication préalable, anticipation des évaluations de prérequis. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'évaluation de prérequis, que la personne est acceptée en formation et qu'on a bien pu un petit peu, dans le meilleur des cas, identifier les enjeux, on va commencer à rentrer en communication avec des partenaires de suivi de l'action de formation, notamment les prescripteurs,
Donc, nous concernant, ça va être beaucoup les missions locales, parce qu'on accueille quand même généralement un public assez jeune, mais pas forcément que ça. Ça peut être en effet des conseillers Pôle emploi ou Cap emploi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait l'évaluation de prérequis, on croise les données de la prescription avec les données de l'évaluation. Et à partir de là, si on a identifié la situation de handicap, en effet, on rentre dans un dialogue qui nous amène à enclencher les premières étapes du protocole d'accompagnement AXEA. Et cela nous amène, alors bon, évidemment, ce protocole étant piloté par le CRFH, mais alors si les choses sont très simples, on tient au courant le CRFH de la démarche et puis on avance par nous-mêmes. Si jamais on est sur des situations un peu inédites et un peu compliquées, on n'hésite pas à mobiliser les référents CRFH qui nous accompagnent sur la manière de prendre en compte justement les différents enjeux, mais aussi pour identifier les partenaires spécialisés, les prestataires spécialisés qui vont pouvoir nous accompagner sur une analyse un peu médicale, entre guillemets, de la situation. Donc, et ça nous amène normalement à mettre en place une première rencontre multipartite avec en effet le prestataire spécialisé, le prescripteur ou la prescriptrice et donc l'équipe pédagogique et administrative du SIAM. Et dans ce cadre-là, on va aussi évidemment convier la personne en situation de handicap et potentiellement son entourage pour justement appréhender là, de manière vraiment technique et précise d'accueil et d'adaptation de la formation et du parcours de formation. Donc, bon, ça, c'est des choses qui, dans l'idéal, se font avant l'entrée en formation, mais il nous arrive fréquemment de le faire un petit peu après pour aussi avoir une base d'expérience sur l'entrée en formation qui vient nourrir un petit peu justement les enjeux à ce niveau-là. Et ensuite, on met en place justement un protocole d'adaptation de la formation qui est formalisé par le biais de divers documents et qui passe en validation auprès du CRFH. Et si jamais certains de ces aménagements nécessitent des moyens supplémentaires, que ce soit techniques, matériels, mais aussi tout bêtement financement d'espaces de formation supplémentaires adaptés, on passe par le biais du CRFH et de la GFIP sur des demandes d'accompagnement et d'assistance là-dessus. Euh, à mon niveau, qu'est-ce que je peux préciser? Alors oui, si, une fois que j'ai pu intégrer justement cet accompagnement du CRFH, il y a en effet deux enjeux qui me paraissent très intéressants et qui m'ont particulièrement aidé à être en capacité maximale sur ma mission. La première chose, c'est la formation qui est proposée des référents handicap, hein, qui dure, je crois, 2 jours et demi ou 3 jours et demi, quelque chose comme ça. Ça, Audrey, vous le préciserez mieux que moi. Voilà, 3 jours. Ça permet déjà de bien comprendre les dispositifs mis en place par le CRFH et comment les mobiliser, dans quel ordre faire les choses. Bon, malgré tout, par-delà cette formation, j'ai régulièrement pu appeler les services du CRFH et mes référents pour demander de l'aide sur la bonne manière d'appréhender chaque situation, et ça, c'est particulièrement précieux. Mais au-delà de ça, il y a aussi une vraie sensibilisation justement à la perception des enjeux de handicap et à la bonne manière de le faire. Parce que, comme je le disais, ce qui est particulier avec les situations de handicap, c'est que, avec l'accompagnement des situations de handicap, c'est qu'on a tous un petit peu notre propre périmètre, malgré notre bonne volonté par rapport à ça, et elle est souvent partielle. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations qu'on méconnaît, il y a plein de situations qu'on croit connaître et qu'on méconnaît. En particulier, si on est comme ça a été mon cas, un peu pré-sensibilisé, c'est vrai qu'il faut arriver à dépasser un petit peu sa propre vision. Et ça, justement, dans le cadre de la formation, j'ai trouvé ça particulièrement bien fait de pouvoir justement élargir un petit peu son prisme de lecture des situations de handicap et des enjeux à couches multiples que peuvent avoir certaines situations de handicap. Parce que, en particulier, là pour le coup, en particulier pour les handicaps visibles. Parce que c'est vrai que sur un handicap visible, quelqu'un qui est non-voyant, par exemple, on va rester bloqué sur le fait que la personne est non-voyante, mais on va peut-être sous-estimer des conséquences, à cette situation-là, des conséquences directes ou indirectes. Donc ça, justement, lors de la formation, on l'appréhende un petit peu et ça permet d'ouvrir un petit peu son esprit par rapport à ça. Et donc à partir de là, ça m'a permis de stimuler un petit peu ma curiosité, mon envie d'aller un peu plus loin dans la connaissance de certaines situations de manière plus précise. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose qui est particulièrement intéressante aussi dans les outils mis à disposition qui ont été évoqués là, et qui concerne davantage le directeur que je suis, c'est l'outil d'autodiagnostic de l'efficience, de l'accessibilité dans mon établissement, parce que la manière dont il est structuré, justement, ça vient questionner la démarche d'amélioration continue, la manière dont on peut continuer à affiner des choses, mieux communiquer dans la structure, etc. Et ça aussi, en tant que référent handicap, moi je pense que cet autodiagnostic en interne, c'est intéressant d'en faire un outil de médiation entre le référent handicap et la direction, parce que justement, ça permet de bien communiquer. De bien communiquer autour des enjeux avec cette double lecture-là. Et ça a été exposé assez rapidement aussi dans votre présentation, mais j'insiste sur le fait que
cette démarche-là d'autodiagnostic, elle favorise aussi vraiment l'approche en faveur de l'obtention de la certification Calliope. Voilà, si vous mettez en place un bon autodiagnostic mutualisé entre le référent et le directeur, ça peut vraiment vous aider à résoudre certains leviers de la certification Calliope. Donc, je pense que c'est à ne pas négliger. Voilà, donc ça c'est le contexte global. Après, bon, rapidement, et je sais qu'ensuite on va rentrer un peu dans le détail d'une situation particulière qui fait un peu au titre d'exemple. Mais comme je le disais, bon, si je résume un peu la chaîne, donc c'est ça, évaluation des prérequis, identification des enjeux. À partir de là, moi en interne, eh bien, je vais mobiliser les équipes concernées pour pouvoir construire une démarche d'accompagnement et je vais connecter cette équipe avec les partenaires spécialisés. Et donc, on va mettre en place donc, une ligne de départ via le conventionnement que j'ai pu exprimer dans la mise en place du XA, mais aussi une démarche de suivi continu. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, on identifie une problématique handicap par rapport aux besoins du parcours, on identifie des formateurs référents. Il y a un coordinateur pédagogique qui est bien évidemment impliqué dans la totalité des situations, mais on va aussi aller chercher dans notre staff de formateurs des personnes qui vont être un peu, bon, je vais prendre un exemple tout bête parce que c'est le plus simple, comme je le disais, on accueille plusieurs types d'instrumentistes chez nous, guitare, basse, chant, batterie, etc. Si un batteur arrive avec une situation de handicap, on va aller chercher un des formateurs batterie principaux et on va l'intégrer dans la boucle pour que lui, au quotidien, puisse être acteur de la mise en œuvre de l'accompagnement. Et donc, on va se réunir avec tous ces partenaires à peu près une fois par trimestre, sachant que nous, on a une logique d'évaluation trimestrielle. Bien évidemment, si jamais il y a des besoins d'aller plus vite sur le fait de se rencontrer parce que des choses ne fonctionnent pas, on le provoque, mais sinon, quand tout va bien, après chaque évaluation trimestrielle, on se réunit avec toutes les personnes, et en particulier, bien évidemment, le stagiaire ou la stagiaire en situation de handicap, et on fait un état des lieux, on voit si ça fonctionne, ce qui fonctionne pas, on réaménage, on retouche, on redemande, si nécessaire, des accompagnements là-dessus. Euh, Chacun a un rôle bien précis. Il ne faut pas négliger l'importance du prestataire spécialisé qui nous accompagne sur la compréhension de la situation de handicap. Parce que justement, comme je le disais, bon, nous, en tant que référent, même si on a une connaissance affinée des enjeux de handicap, on n'est pas expert. Donc, on peut faire un pré-diagnostic, mais ensuite, concernant le diagnostic précis de la situation de handicap de la personne, déjà, première chose, c'est pas notre compétence. Deuxième chose, on n'a pas toujours la légitimité pour aller chercher très loin, dans la mesure où il y a des enjeux de secret médical potentiellement qui ont vachement d'importance sur les situations de handicap, parce que notamment pour des personnes qui n'ont pas voulu exprimer leur handicap dès le début et qui auraient préféré que ça reste un petit peu sous-marin. Il y a des peurs de stigmatisation, il y a un passif parfois qui peut avoir lieu sur le parcours scolaire, etc., etc. Donc c'est bien d'avoir un partenaire spécialisé qui lui a une vraie casquette médicale par rapport à ça et qui peut dialoguer avec le bénéficiaire et nous traduire à nous ce qui nous concerne, ce qui est vraiment utile à notre réflexion et qui assure une certaine confidentialité et sécurité, une sécurisation de la situation de la personne. Donc, du coup, ça, c'est assez confortable parce que, en effet, même si on a la volonté d'accueillir des personnes en situation de handicap, avec le handicap, il peut y avoir toujours, malgré tout, on va dire une appréhension dans la capacité à bien faire les choses, parfois une peur du handicap concerné, des situations que ça peut créer. Et là, le fait d'avoir la présence du partenaire spécialisé est vraiment auprès des formateurs, du référent et de tout le monde, une vraie opportunité d'apaiser un peu les choses et de donc fluidifier le dialogue et aller directement à l'efficacité par rapport aux enjeux directs, hein, parce que, voilà, encore une fois, nous, on n'est absolument pas médecin ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, par ce biais-là, le gros enjeu, c'est une très bonne qualité de communication pour en effet apaiser la totalité de la chaîne et à partir de là, qu'on puisse se sécuriser collectivement. Que je pourrais mentionner aussi rapidement, c'est que nous, dans cette boucle-là, on fait parfois rentrer les parents ou l'entourage proche de la personne parce qu'il y a des enjeux aussi de compatibilité entre la vie en formation et la vie privée. Les parents, eux, peuvent parfois, bon, comme je disais, c'est un parcours de combattant que je connais trop bien, et du coup, ils peuvent être un petit peu anxieux, stressés, et ce stress et cette anxiété peut retomber derrière sur l'enfant ou le jeune ou la jeune qui rentre en formation. Et là aussi, le fait de faire entrer les parents dans la boucle permet bien évidemment de recueillir leur expérience, leur vécu, de les rassurer, de faciliter la vie en dehors de la formation et aussi de traiter ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, traiter les problématiques hors formation, parce que dans l'accessibilité, il y a bien évidemment tout ce qui se passe dans le centre de formation, mais il y a aussi le fait d'arriver au centre de formation
formation, d'y accéder, de se déplacer, d'avoir les moyens de travailler sur les temps du travail personnel sereinement. Et ça aussi, on le traite dans le cadre de justement de cet accompagnement élargi. Et c'est là que par contre, les prescripteurs jouent un rôle particulièrement important, notamment les missions locales. Nous, dans certaines situations, la mission locale a pu prendre en main des situations de problématiques de logement, des problématiques d'équipement, des problématiques de déplacement. Voilà, on est vraiment sur le traitement d'une équation globale. Et nous, le fait, en tant que référent handicap, de comprendre cette équation globale, nous permet de jouer notre rôle principal, qui est avant tout un rôle de médiation, en fait. Voilà, de communication et de fluidification de la communication de toutes les parties prenantes. Voilà, donc ça se fait très régulièrement. Et enfin, un dernier aspect, et puis peut-être après on entrera dans le détail, et surtout on pourra enfin, bon, je pourrais répondre à des questions si vous en avez, c'est concernant les enjeux de certification, parce que, ben, en l'occurrence, nous, nos formations sont certifiantes. On a un titre RNCP sur le cadre, sur le champ de la technique, et on en a aussi un au niveau national sur la musique. Et bon, le titre RNCP musique, par exemple, lui, il est piloté par une fédération nationale auquel je participe. Et dans le cadre de cette certification, donc il y a un comité de pilotage qui a lieu. Bon, il y a bien évidemment des enjeux basiques d'accessibilité à la certification. Mais moi, en tant que référent handicap, je vais pouvoir saisir les porteurs de la certification pour identifier les enjeux d'aménagement des épreuves de certification pour que celles-ci soient elles aussi adaptées à la personne et à la situation de handicap. Bon, ça fonctionne assez bien, mais c'est important parce qu'encore une fois, adapter la formation et ne pas adapter la certification au bout, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que la personne va se retrouver ben, à un moment donné un petit peu hors cadre. Et bon, ça fait aussi partie du boulot, je pense, du référence. Alors, si la certification est portée en interne par le centre de formation est lui-même certificateur, ça peut être assez simple et encore à vérifier. Et là, c'est le rôle de la direction qui est important. Mais quand la certification est justement portée par un autre organisme certificateur et qu'il y a un conventionnement, etc., je pense qu'il est important de ne pas négliger là aussi le fait de communiquer en amont sur les enjeux de la situation de handicap, de pouvoir jouer un rôle important dans le fait de bien formaliser dans les cadres justement de validation des preuves, etc., quelles sont les choses qui vont être compliquées, voire impossibles. Et à partir de là, ben, nous, dans la certification qu'on porte dans le cadre de la fédération, ben, en effet, soit on adapte les épreuves, soit clairement, il nous est arrivé aussi de dispenser certaines personnes de certaines épreuves parce que bah, il a été jugé non essentiel d'envoyer la personne se confronter on va dire, une incapacité à réaliser des choses, et de par contre bah, compenser cette dispense par justement le renfort d'autres types de compétences ou d'aptitudes qui vont venir permettre bah, de construire une position professionnelle équilibrée. Voilà. Bon, j'ai essayé de couvrir un peu la totalité du spectre. J'ai été à la fois très long et probablement incomplet, donc je vous laisserai me dire si je peux rajouter des choses. Vous connaissez un peu notre situation, donc voilà. Non, mais merci beaucoup, Stéphane. Je pense que vous avez quand même à peu près fait le tour, voilà, sur les points très importants, voilà, à questionner, voilà, pour sécuriser un parcours de formation et puis développer de manière globale, hein, l'accessibilité de votre centre. Je pense que vous avez quand même abordé pas mal de choses. Voilà, vous l'avez très bien exprimé. On aura sûrement des questions du coup, voilà, à la suite, à la fin du webinaire, voilà, auxquelles on répondra. Donc, les personnes peuvent communiquer leurs questions sur le chat. Alors, en effet, on va échanger, pardon, on va poursuivre votre témoignage avec, voilà, le parcours de Lucas que vous pourriez nous relater. Ouais, Voilà, assez ouais, rapidement quand même, parce on a enregistré Lucas pour ouais, qu'il tout à fait, ouais. voilà, lui-même de son témoignage. Mais voilà, Ouais, tout à fait. de votre côté, voilà, comment avez-vous accompagné Alors, Lucas dans son parcours? en l'occurrence, Lucas, donc c'est un jeune qui, quand il est entré au SIAM, devait avoir 22 ou 23 ans. Situation de handicap invisible, une situation essentiellement de dyspraxie, mais avec là aussi pas mal d'impact connexe à cette situation elle-même. Et surtout, donc, cas particulier concernant Lucas, ben, il est arrivé en formation hors périmètre région, en autofinancement sur le premier niveau de formation en musique, ce qu'on appelle le cycle préparatoire. Et clairement, dans son dossier, malgré tout ce qu'on a pu faire, il n'a pas déclaré sa situation de handicap. Donc, on a fait son éval, batteur, ok, très bien, il a été pris, il a commencé le cycle préparatoire. Et en fait, dès le premier trimestre, plusieurs formateurs et formatrices m'ont interpellé sur le fait qu'elles étaient frictionnantes concernant la posture et l'attitude de Lucas en formation. Et c'était compliqué parce que c'était pas.
C'était des inquiétudes qui n'étaient pas franches, en fait. C'était plus des questionnements. Bon, il parlait pas beaucoup, il suivait, mais on n'était pas certain qu'il comprenait tout. On allait vers lui, il répondait, bon, il disait ça va, et puis voilà, il était assez évasif. Mais malgré tout, bon, à la fin de la première étape d'évaluation, on a pu constater que les acquis étaient pas au rendez-vous, quoi. Donc du coup, ils m'ont saisi en tant que référent handicap sur ce questionnement-là. Et à partir de là, moi, j'ai essayé de commencer à échanger avec un peu toutes les parties prenantes pour essayer de bien comprendre ce qui pouvait se passer. À partir de là, j'ai essayé de rentrer dans une première phase de communication avec lui. Et lui, il restait là aussi assez évasif sur sa situation. Mais malgré tout, ça m'a permis de remettre une couche sur le fait que s'il avait des difficultés, il pouvait venir me voir, voilà. Mais il n'a pas avoué sa situation de handicap directement. Mais en tout cas, il est rentré dans une première étape de un peu de vigilance collective. Et notre premier positionnement là-dessus et mon premier rôle, c'était surtout éviter les préjugés. Les interprétations rapides de cette situation-là, genre il travaille pas, c'est pas, enfin voilà, non non, c'est la première chose sur laquelle on veille. Et le temps aidant, au bout d'un moment, et les résultats ne bougeant pas, j'ai réussi à ouvrir un petit peu la coquille Lucas lors d'un de ses entretiens, et parce qu'il a commencé à nous faire confiance, il a commencé bon, à se confronter un peu aux difficultés, et moi j'ai fait preuve de beaucoup de diplomatie, ce qui l'a amené à un moment donné à me dire, oui, non, mais en fait, c'est vrai, je suis en situation de handicap, je suis dyspraxique, etc., etc. Et en effet, quand il l'a avoué, j'ai senti derrière qu'il y avait tout un système de verrouillage personnel qui faisait pourquoi il nous en parlait pas, pourquoi il avait peur d'être stigmatisé, il avait mal vécu sa situation à l'école, il a fait une certaine forme de pression familiale par rapport à ses choix professionnels, parce que bien évidemment dans la musique, vous vous doutez bien que les parents sont à la fois parfois très contents de ces choix-là, mais parfois certains s'inquiètent, sont un peu dans l'inquiétude par rapport à ça. Et donc du coup, la première chose que je lui ai proposé, ça a été de rencontrer justement son père hein, pour échanger justement par rapport à sa formation. À ce moment-là, ça faisait sens, puisque comme je le disais, Lucas était en autofinancement et c'est son père qui finançait la formation. Donc, du coup, ça a été accepté. Et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé, puisque par la rencontre avec le père, j'ai vraiment pu aller au fond, déjà rassurer tout le monde et aller au fond un petit peu de ces enjeux de préalables, enfin, dans le passif qui ont permis tout à coup d'ouvrir un peu les chakras. Et j'ai découvert que Lucas, bon, en effet, était en situation de handicap, mais n'avait pas de reconnaissance travailleur handicapé. Enfin, que tout ça avait été identifié, mais avait été un peu caché sous le tapis aussi. Voilà, ils n'avaient pas enclenché les choses. Et moi, je l'aurais valorisé. Bon, d'abord, je leur ai confirmé notre bienveillance et notre envie de faire que ça se passe au mieux pour lui, qu'au contraire, il y avait une vraie opportunité de sécurisation pour lui dans la structure par rapport à cette situation-là et non pas de stigmatisation. Et ensuite, eh ben, j'ai commencé à exposer un petit peu l'opportunité qui était la nôtre, collectivement, par rapport à l'existence des dispositifs, de l'accompagnement, du rôle des prescripteurs, des partenaires spécialisés, etc. Et à partir de là, ben, on a pu accompagner Lucas sur le fait de faire sauter un premier verrou, qui était l'obtention de ce RQTH. Donc, il a monté le dossier, et sachant que, bon, j'ai oublié de préciser, c'est que chez nous, les formations peuvent durer jusqu'à 3 ans. Lucas était sur une première année. Et donc, comme il avançait malgré tout dans la formation, l'idée c'était ensuite de pouvoir le positionner sur un financement région l'année suivante et qui permettait aussi d'ouvrir l'accès à l'accompagnement CRFH. Et donc, comme un des sésames, c'est la RQTH, il a accepté de monter son dossier RQTH et ça l'a aidé, malgré tout, lui, à s'emparer en tant qu'adulte et non plus que jeune, et en autonomie, avec un rôle des parents accompagnant, mais avec une prise d'autonomie, s'emparer de sa situation de handicap par rapport à ses perspectives personnelles de professionnalisation. Ça a été déjà une première démarche. Après quoi, il a obtenu sa RQTH et donc on a pu prendre contact avec un prescripteur qui était la mission locale de Florac. Et là, on a commencé à activer en effet cet accompagnement multipartite. Alors, l'autre chance qui s'est passée avec Lucas aussi, je suis désolé, c'est un peu long, mais c'est à mon avis important, c'est que comme on était déjà sur d'autres types d'accompagnement, d'autres bénéficiaires à ce moment-là, on avait des personnes qui étaient sur des handicaps, bon, pas similaires, mais comparables dans la structure. Et donc, on était déjà en échange avec l'ADAPI sur le suivi de certaines situations. Et le fait d'être sur ce suivi-là d'autres personnes nous a permis, suite à une des réunions concernant notre bénéficiaire, de pouvoir discuter avec la prestataire de l'ADAPI, lui dire, voilà, on pense qu'il y a peut-être une situation là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et la personne nous a accompagnés et éclairés sur le défrichage de la situation de Lucas. Et elle a même rencontré Lucas de manière tout à fait informelle suite à une réunion interne pour commencer à échanger et tout. Et ça nous a vraiment permis là aussi à la fois de rassurer, mais d'anticiper certains enjeux.
Et donc, du coup, bah, la première réunion officielle, multipartite, d'accompagnement officiel de Lucas a été extrêmement simple parce qu'elle avait été particulièrement bien anticipée. Et à partir de là, bah, les enjeux de Lucas, ils ont été multiples. D'abord, comme avec beaucoup de personnes en situation de 10, il y avait des gros enjeux de fatigabilité. Et donc, un des premiers choix qu'on a fait sur l'adaptation, l'adaptation de la formation, bah, ça a été d'alléger les emplois du temps, même de temporiser la durée de la formation. Donc, Lucas a fait sa deuxième année de formation en 2 ans. Voilà, et, parce qu'on a dû prioriser pour justement ne pas le mettre dans un labyrinthe cognitif. On a fait le choix de se concentrer d'abord sur les compétences, on va dire, un peu pratico-pratiques, pour ne pas trop l'encombrer avec des compétences, enfin, des connaissances théoriques nécessaires, mais pas forcément prioritaires. Et ensuite, une fois qu'il était consolidé d'un point de vue pratique et qu'il était déjà plus à l'aise dans son corps aussi, parce que c'est important pour un batteur et un musicien d'une manière générale, on a pu commencer à aborder les connaissances plus théoriques, plus abstraites et qui était celle qui pouvait poser vraiment problème avec sa situation de handicap. Et on a fait même le choix d'en supprimer certaines. Parce que bon, c'était pas indispensable et ça servait à rien de le maltraiter, parce que ça peut relever de la maltraitance. Voilà, et donc, et on a mis en place aussi des temps individualisés de formation où il pouvait avoir, bah, c'est à peu près 2 fois 1 heure par semaine, où il avait un temps individualisé sur la pratique instrumentale et un temps individualisé sur les connaissances théoriques et aussi sur le développement du projet professionnel. Voilà, parce que pour Lucas, c'était pas évident d'appréhender les enjeux du projet professionnel, notamment tous les aspects un peu administratifs, parce que mine de rien, musicien, c'est un métier très administratif sur certains aspects aussi. Voilà, et ça a duré comme ça pendant 2, 3 ans. On a trouvé notre point d'équilibre au bout d'1 an, assez facilement. Et puis derrière, ça a été fleuve assez tranquille, parce qu'on a bien appréhendé les choses dès le début. Et l'année dernière, la dernière étape, puisque comme je le disais, on a beaucoup travaillé à la préparation et l'individualisation de la certification. Et bah, ça aussi, ça s'est très très bien passé. J'ai même été très agréablement surpris par la qualité du rendu de Lucas sur tous les aspects administratifs. Et donc, il a obtenu sa certification de niveau Bac+2 là, bah, l'année dernière. Et là, actuellement, il est en pleine insertion professionnelle. Sachant qu'on avait aussi commencé à travailler l'insertion professionnelle via la mise en place de stages lors de la dernière année. Et il avait pu commencer à travailler dès l'année dernière dans le cadre de la formation. Donc voilà, c'est plutôt une réussite. Mais cette réussite est le résultat, bon, en effet, de prédispositions internes, d'une bonne opportunité d'anticipation auprès de Lucas et d'une bonne sécurisation de la médiation en interne, et puis du temps, en effet. Ça, on a mis 4 ans pour faire quelque chose qui aurait pu durer 2 ans en temps normal, mais ça n'a aucune importance dans la mesure où à l'arrivée, le résultat est là, donc la mission est remplie. Merci beaucoup, Stéphane Allo, voilà, pour ce témoignage très, très riche hein, sur le rôle fondamental du référent handicap en centre de formation, mais aussi l'importance de travailler avec l'ensemble de l'équipe et des partenaires. Et puis sur cette situation aussi, voilà, très intéressante de Lucas et comment vous avez adapté son parcours. Et du coup, ben, on va maintenant voilà, diffuser une petite vidéo de Lucas qu'on a enregistrée et qui nous a fait part également de son témoignage. Merci Stéphane. Du coup, on répondra sûrement Je vous ensuite en à un prie. certain nombre de questions. Alors, Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans et j'ai intégré le SIAM donc dans la formation musique. Et cette formation, la finalité, ça donne un bac+5. Quand je suis arrivé au SIAM, j'ai fait d'abord une année en fait normale, entre guillemets normale, avec vraiment tous les cours, etc., qui étaient prévus en fait dans le cursus de formation. Et en fait, c'est 1 an après où j'ai eu un cours avec Stéphane. Et bon, je me sentais à l'aise dans son cours, mais il y a eu un moment en fait où il m'a demandé quelque chose, où il voyait, et puis moi je le ressentais aussi, que c'était un petit peu difficile. Et du coup, à la fin du cours, en fait, j'ai dit à Stéphane que voilà, c'était un petit peu compliqué, parce que dans mon enfance, j'ai eu j'ai eu une dyspraxie qui était légère. Donc j'ai pris, j'ai été soigné entre guillemets de cette dyspraxie. Mais voilà, j'avais ça et donc je pensais intéressant de lui dire. Et c'est à partir de là en fait que tout s'est mis en place et qu'on a fait une formation un peu spécifique pour moi, c'est-à-dire qu'on a enlevé les cours qui m'étaient pas spécialement utiles pour moi au début. Et au fur et à mesure des années, on a un petit peu peaufiné ça et on a commencé à rajouter des matières qui étaient plus ou moins nécessaires là.
et on essayait de faire un petit mix de tout ça, quoi. Alors donc moi, j'ai eu donc des cours individuels qui étaient en fait qui avaient pour but justement de m'aider dans moi ce que j'avais besoin vraiment. Donc j'ai eu des cours individuels de batterie. Donc j'avais 1 heure au lieu d'une demi-heure. Et aussi j'ai eu des entretiens individuels avec Stéphane en fait pour parler un petit peu voilà de la semaine en général, des cours, comment enfin voilà les choses qui ont pu éventuellement me poser problème pendant la semaine par exemple. Voilà, donc ces cours individuels servaient globalement à ça. J'ai fait, donc, comme je l'ai dit avant, il y avait 3 ans de formation. Donc, moi, j'ai fait une 4e année supplémentaire parce que, voilà, c'était ce dont j'avais besoin, en fait. Et c'était plus cohérent, déjà pour le Siam et pour moi. J'étais beaucoup plus à l'aise avec l'oreille. Donc, c'est pour ça que j'écrivais pas énormément mes cours, spécialement. Mais le Siam, quand même, nous donnait donc nous donner aux stagiaires de formation, donc moi et puis mes collègues, les feuilles quand même, des cours, des trames, etc. Ensuite, à la fin du SIAM, donc j'ai passé mon épreuve et on a mis en place un tiers-temps pour moi. Donc en fait, le tiers-temps, disons qu'il m'a été vraiment utile, mais parfaitement, parce qu'en fait, j'ai vraiment fini ce que je devais faire pour moi à la fin vraiment de ce tiers-temps. C'est-à-dire qu'il restait peut-être 30 secondes et après, je devais passer à l'épreuve orale, quoi. Donc le tiers-temps était vraiment parfaitement adapté pour moi. Et donc, sur cette épreuve finale, donc, on a une partie orale et aussi on a une partie écrite où en fait, on doit faire un mémoire, hein. Et donc ça, j'ai été aidé j'ai quand même été bien aidé sur la structure par Stéphane, euh, qui m'a bien expliqué les trucs qu'il fallait que je mette en valeur, etc., et qu'il fallait que je redise. Donc, dans ma formation en SIAM, donc, j'ai eu un dispositif qui a été mis en place en grande partie par l'ADAPI. Et en fait, l'ADAPI, ils avaient besoin que j'ai une RQTH, en fait, pour pouvoir mettre en place ces différents dispositifs. C'est pourquoi, en fait, quand j'ai su que voilà, j'avais un dispositif ADAPI, on m'a demandé voilà, d'essayer de voir pour récupérer une RQTH. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai reçu du coup. Aujourd'hui, ça va faire pile poil 1 an que je travaille à Cultura. Donc, je donne des cours là-bas de batterie. Et franchement, c'est vraiment, j'aime bien. Franchement, je pensais que j'allais apprécier, mais c'est vrai que ça me permet. Moi, j'en tire des trucs positifs pour moi aussi, en fait. Moi, ce que je voudrais faire vraiment, c'est avoir des groupes et en fait pouvoir vivre de la musique que je produis, quoi. Mon objectif, ce serait de pouvoir faire mes 43 cachets par an et vivre du coup de la musique, quoi. Alors voilà pour le petit témoignage de Lucas. Est-ce que je peux apporter deux précisions? Je vais Bien être très sûr. rapide, hein. La première chose, Lucas parle d'un bac+5, comme je l'ai dit, non, non, on est sur un titre de niveau 5, donc c'est du bac+2, donc il y a une petite confusion de son côté. Et puis concernant à côté, parce que je ne sais pas si peut-être certaines personnes vont vouloir s'intéresser à ça, dans le SIAM, il y a marqué que c'était le Centre international des arts en mouvement, je crois, quelque chose comme ça. Non, non, c'est le Centre d'information et d'activité musicale. Il y a en effet un autre au SIAM avec un homonyme sur Toulouse, mais nous, donc, c'est sur Bordeaux, Centre d'information et d'activité musicale. Voilà, merci. Merci Stéphane pour ces précisions. Alors, du coup, on va poursuivre sur les ressources qui sont mises à disposition des centres de formation, hein, pour pouvoir justement travailler la question de l'accessibilité et de la compensation du handicap en formation. Donc déjà, eh bien, il y a l'appui du CRFH qui est un appui de proximité à la fois technique et méthodologique. On dispose également, et il y a également porté par la GFIP, on va le voir un peu plus en détail après, donc des programmes de professionnalisation, mais également une méthode partenariale qui s'appuie sur une dynamique de réseau. Et puis Stéphane a pu assez longuement en parler de ce travail partenarial essentiel aussi dans le cadre voilà, de prestations accès, comme vous l'avez pu le citer ou pas, et des outils et des financements d'aide à la compensation du handicap en formation. Alors, pour aller un peu plus en détail sur
sur le programme de professionnalisation. Alors, le CRFH porte un programme de professionnalisation des acteurs de la formation et l'insertion sur le handicap, dont l'objectif, c'est d'accompagner l'évolution des pratiques et de développer l'autonomie des professionnels dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Il existe aussi un programme de professionnalisation qui est porté par la GFIP, qui s'appelle APRO, qui est en ligne sur leur site internet, voilà, avec des modules en ligne et des modules aussi en présentiel. Et ce programme est également à destination de tous les organismes de formation et autres acteurs de l'insertion. Sur le site de la GFIP aussi, vous trouverez des liens vers des webinaires aussi, également sur notre site internet. Alors, pour aller un peu plus en détail sur cette méthode, Je te coupe oui, juste 30 secondes, Audrey, parce qu'apparemment, il y a un bandeau noir sur la droite, voilà, qui gêne. Mais là, pour le coup, bon, malheureusement, on n'a pas moyen d'y remédier. Nous, on n'a rien de notre côté. Voilà, mais de toute manière, vous aurez le support, hein, et oui. puis, Audrey reprend vraiment ce qui est indiqué dans les diapos, donc ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, pour poursuivre sur cette méthode partenariale, donc on accompagne vraiment nous, le CRFH dans cette réflexion autour de la sécurisation des situations individuelles, avec donc la mise en œuvre de cette méthode partenariale. L'objectif, c'est vraiment de permettre au centre de formation de se doter de compétences externes afin d'identifier de manière collective les contraintes de la personne dans les différents contextes de la formation et les aménagements pédagogiques, organisationnels, techniques, pourquoi pas aussi humains, en réponse aux besoins identifiés. Donc cette méthode est également nécessaire pour pouvoir demander des financements pédagogiques auprès de la GFIP. Elle doit être mobilisée, bien sûr, quand c'est possible, le plus en amont de l'entrée en formation. Et dès que vous pressentez un risque d'écart entre les attendus, les exigences de la formation et les contraintes liées au handicap. Alors, voici un petit schéma où en fait on retrouve tous les acteurs essentiels dans cette méthode partenariale. Donc l'objectif, c'est vraiment, comme je disais, de pouvoir mettre en parallèle l'environnement de la formation, les différents contextes, les attendus de la formation, les outils, les méthodes pédagogiques, les rythmes, etc. Et en face, les contraintes de la personne dans cet environnement. Et en face de chacune de ces contraintes qui va être identifiée, eh bien, quelle réponse d'aménagement on va pouvoir proposer. Donc chaque acteur ici va avoir une vision qui va être partielle de la situation, mais l'objectif c'est que ce soit surtout une vision qui soit complémentaire de la situation. Donc on a bien sûr en haut du schéma le référent handicap du centre de formation, puisque c'est lui qui va véritablement animer ce collectif de partenaires, animer les échanges et ensuite voilà, pouvoir restituer ce qui a été pensé par ce collectif en termes d'adaptation de parcours. Donc la personne en situation de handicap et également, si c'est nécessaire, son entourage vont pouvoir apporter un éclairage sur les répercussions du handicap au quotidien ou dans son parcours de formation et dans son parcours antérieur. Parce cette personne a pu expérimenter, bien sûr, des compensations. Ça ne veut pas dire pour autant que ça sera les mêmes en formation, mais en tout cas, voilà, le faire participer, s'il le souhaite, à ces temps de concertation autour de la situation, de sa situation, c'est important, bien évidemment. La formation aussi, cette rencontre partenariale est également, on y associe le référent de parcours qui a aidé la personne à construire son projet. Alors, ça peut être le service public de l'emploi, une structure médico-sociale, par exemple aussi, qui va pouvoir accompagner du coup la personne aussi sur la mobilisation de certaines aides. Un acteur spécialisé sur le champ du handicap qui est concerné. Donc, ça peut être les appuis spécifiques préfinancés par la GFIP, également une structure médico-sociale, le dispositif de formation accompagné. En tout cas, un acteur voilà, avec la casquette handicap, soit qui connaît déjà la personne, ou soit qui va faire connaissance avec la personne pour accompagner son parcours actuel de formation
et qui va pouvoir apporter un appui, un regard expert en permettant d'identifier vraiment précisément les conséquences du handicap dans le contexte de la formation et les moyens voilà, plus spécifiques pour le compenser. L'entreprise, bien sûr, dans le cadre d'un contrat en alternance ou dans le cadre d'un stage, hein, est importante également dans cet échange, puisque de la même manière que le contexte de formation est évalué et décortiqué, on va aussi pouvoir appréhender l'environnement de l'entreprise et les différents contextes dans ce cadre qui vont pouvoir mettre potentiellement en difficulté la personne. Je crois que j'ai oublié personne dans les acteurs de la méthode. D'ailleurs, cette méthode, hein, on retrouve les acteurs de cette méthode qui ont été posés dans le Code du travail, hein, qui est décliné de la loi de 2005, Code du travail qui va poser les adaptations, que les adaptations pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi travailleurs handicapés, hein, les personnes ayant un statut de handicap, en formation, du coup, sont mises en œuvre sur la base d'informations qui sont fournies par ce collectif d'acteurs. Voilà. Bien sûr, il n'y aura pas toujours besoin dans ce collectif d'acteurs, hein. Le centre de formation aussi, par le travail autour du développement de l'accessibilité, va pouvoir répondre à un certain nombre de besoins, mais pour certains besoins plus spécifiques ou pour lesquels, voilà, en tout cas, le centre de formation n'a pas les réponses, ce collectif d'acteurs est là, voilà, pour pouvoir accompagner le centre de formation. Alors, dans le cadre justement de cette réflexion collective, le centre de formation devra en premier lieu interroger tout d'abord, comme je veux dire, son accessibilité. Et si celle-ci n'est pas suffisante pour répondre aux besoins de la personne, eh bien, il devra utiliser les ressources de droit commun, les ressources financières de droit commun, comme celle de l'OPCO, par exemple, en apprentissage, hein. Les OPCO, depuis 2021, oui, financent la compensation du handicap en formation. Et en complémentarité des ressources de droit commun, eh bien, pourront intervenir les ressources spécifiques de l'AGFIP. Donc, dans ces ressources, il y a celles qui concernent les adaptations pédagogiques et organisationnelles. Notamment, l'AGFIP propose donc une aide qui s'appelle la 2ASF, l'aide à l'adaptation des situations en formation. Donc, c'est une aide vraiment à destination des organismes de formation en vue de les soutenir pour le temps passé dans la conception, la mise en œuvre d'adaptations organisationnelles ou pédagogiques en compensation du handicap. Elle est mobilisable pour tous les apprenants et pour toutes les situations de formation. Également, les appuis spécifiques qui vont pouvoir intervenir dans cette méthode sur de l'évaluation du besoin de compensation, ils vont pouvoir intervenir aussi sur la mise en œuvre de techniques de compensation en formation. Plus particulièrement là sur les adaptations techniques donc, qui peuvent concerner à la fois du matériel ou bien des logiciels. En Nouvelle-Aquitaine, précisément, l'AGFIP soutient ces adaptations principalement au travers d'une plateforme de prêt de matériel qui s'appelle Epatech, mais également de manière subsidiaire via des financements à la personne, des aides techniques en compensation, en formation pour la personne. Parce qu'en effet, s'il n'y a pas de possibilité de prêt, par exemple, ni d'acquisition par cette plateforme Epatech, tout simplement parce que c'est du matériel très spécifique à la situation de l'apprenant et d'ailleurs que peut-être que la personne pourra utiliser pour la suite de son parcours, sur d'autres étapes de son parcours, eh bien, la personne, dans ce cas-là, a la possibilité de mobiliser une aide directe de l'AGFIP. Voilà, cette aide qu'il pourra ensuite garder, donc, pour la suite de son parcours. Alors, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur, voilà, sur les aides principales de l'AGFIP pour pouvoir financer la compensation du handicap en formation, aider à la compensation. Alors, vous retrouverez également l'ensemble des aides de l'AGFIP et les aides dont je viens de vous parler sur le catalogue des aides de l'AGFIP dont le dernier a été édité en août 2024. Et désormais également, depuis fin 2023, vous devez, en tant que centre de formation, mais également pour les personnes, en tout cas, toutes les aides de l'AGFIP doivent être demandées sur le site de l'AGFIP en ligne, voilà, sur le site de l'AGFIP.
Euh, pour aller un petit peu plus loin sur les informations complémentaires, eh bien, on a également le site du CRFH qui est une mine d'informations pour les centres de formation et pour les personnes et les partenaires. Vous nous retrouvez aussi toute notre actualité donc, sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Également, on a une newsletter qui est trimestrielle. Voilà, donc il faut que vous fassiez la démarche de vous inscrire à la newsletter sur notre site. Et également, on a un accès partenaire, voilà, que vous pouvez donc demander pour avoir des informations aussi, voilà, complémentaires qui sont dédiées exclusivement aux partenaires. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, voilà, de ce qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. Et il nous reste quelques minutes maintenant pour les questions. Donc, Cathy a du coup recensé l'ensemble des questions qui ont été posées pendant... Oui, on a réussi à être dans le temps. Ouais. Super. Donc, tout d'abord, j'adresse les remerciements hein, des participants du webinaire à destination de Stéphane Allo. Hein. Des grands remerciements à la fois pour ce témoignage qui est très enrichissant, très éclairant, mais également en même temps pour l'accompagnement fait à Lucas. Et également, il faudra féliciter Lucas, hein, quand, si vous l'avez, voilà. Je pense que Vous êtes toujours, je pense. Il est peut-être... Il est peut-être en ligne. Donc, si Lucas est en ligne, voilà. Ensuite, mais comme on dit, les retours d'expérience sont souvent plus enrichissants que les longs discours. Donc, je vais vous relayer une question, Stéphane Allo. Particulièrement, vous avez attiré l'attention quand vous avez parlé de l'évaluation des prérequis. Oui. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça pour savoir un petit peu quand est-ce que cette évaluation est faite. Est-ce qu'elle est faite en amont de l'entrée en formation, en début de formation, et sur quels prérequis elle se fait particulièrement? Alors, nous concernant l'évaluation, donc le processus pour intégrer les formations chez nous, c'est que les personnes candidatent via un formulaire sur le site internet. Dans le cadre de ce formulaire, leur aurait déjà posé un certain nombre de questions sur leur parcours. On leur demande de fournir une lettre de présentation, justement, de leur motivation, mais aussi du parcours qui est préalable. Et pour les musiciens et musiciennes, ils fournissent aussi une vidéo de leur pratique musicale, de leur performance musicale. Ce qui fait que, une fois que cela est fait, on reçoit donc une synthèse de tout ça via messagerie. Et donc, le coordinateur pédagogique, déjà de base, va un peu modéliser et attribuer aussi à un formateur ou une formatrice un entretien qui aura lieu en physique ou parfois en visio si les personnes sont justement en incapacité de se déplacer ou ce genre de choses. Et va aussi, comme je disais, le parcours va permettre un peu de préparer un peu le déroulé de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des choses particulières par rapport à ce qu'on a pu voir et ce qui est déclaré. Ensuite, lors de l'évaluation présentielle, alors bien évidemment, si jamais, pardon, dans le formulaire est là mentionné le fait que êtes-vous en situation de handicap ou pas, si la personne notifie être en situation de handicap, avant que l'évaluation ait lieu, on la contacte pour identifier avec elle s'il y a justement des problématiques d'accessibilité particulières. Et à partir de là, donc on programme l'évaluation. L'évaluation en tant que telle, de manière un peu basique, elle permet, on vérifie des éléments justement pratiques. Donc la personne passe sur son instrument. Elle doit jouer un morceau parmi une liste de morceaux imposés qui est fourni en amont. Et ensuite, on creuse un petit peu les compétences techniques et les connaissances théoriques via diverses questions, divers protocoles qu'on peut avoir. Et ça nous permet d'identifier le périmètre pratique de chaque personne et le périmètre de connaissances théoriques. Parce que derrière, nous, on va faire des préconisations de formation. C'est-à-dire que la formation, arrivée à un certain point, elle devient assez modulaire. Et donc, on va identifier pour chacun des modules. Bon, déjà, on va dire quels sont les modules qu'on conseille par rapport au projet professionnel visé. Parce que c'est vrai que sur le champ de la musique, bon, au-delà de l'interprétation sur scène, il y a quand même un certain nombre de cadres d'activité, l'enseignement, la médiation culturelle, etc., qui peuvent être envisagés. Et à partir de là, en fonction du projet professionnel de la personne, on va flécher, on va identifier quels sont les modules qu'on préconise, mais on va aussi identifier les niveaux auxquels on préconise l'entrée en formation. Donc ça, c'est la première chose. Tout ça passe aussi beaucoup par au-delà des écrits lors du dépôt de formulaire de candidature, par le dialogue, hein, lors de l'évaluation.
Donc, en effet, s'il y a une situation de handicap qui est identifiée, bon, on essaye à ce moment-là de regarder un petit peu, de mieux comprendre comment elle va se manifester dans les difficultés qui vont être rencontrées. Alors, si c'est des éléments physiques, ben, on appréhende une adaptation on va dire, du poste de travail en formation. Mais si c'est, on va surtout questionner aussi tout ce qui va être justement prise de notes, stockage de l'information, transmission de l'information. Comme je le disais, fatigabilité aussi beaucoup. On va essayer de regarder dans la vie quotidienne de la personne bah, quelles sont justement certaines personnes en situation de handicap vont être très opérationnelles le matin, mais l'après-midi ça va devenir un peu compliqué. Parfois c'est le contraire. La mobilisation, notamment sur les handicaps psychiques, peuvent être bon tout ce qui est bipolarité, etc. Le matin ça peut être très compliqué. Donc du coup on va un petit peu prendre note nous de certains d'aspects qui vont servir derrière pour la construction du parcours de formation, qui comme je le disais chez nous est déjà très individualisé. C'est vrai qu'on a assez peu de formations, ils sont là toute la journée, de telle heure à telle heure, tous ensemble, voilà, avec un bloc machin le matin, un autre bloc l'après-midi. C'est vrai que nous, on est déjà dans un dispositif très individualisé, donc ça va se passer un petit peu comme ça, en fait. On fait l'état des lieux préalable à l'entrée en formation, en fait. Voilà. Et pour les techniciens et techniciennes, il y a une petite épreuve, il y a un questionnaire en fait technique qui a difficulté croissante, ce qui nous permet de voir un petit peu quel est le niveau de connaissance et des usages des personnes qui postulent. Et après, il y a un entretien sur justement l'expérience, un petit peu la connexion au réseau professionnel et le terrain, les expériences préalables. Et là aussi, ça nous permet de positionner les personnes de manière un peu pertinente par rapport à un des deux niveaux de formation qu'on propose. Et là aussi, on questionne la question du handicap. Évidemment, sur les métiers de la technique, la question du handicap physique va être particulièrement scrutée parce que ces métiers-là vont nécessiter notamment du port de charge, le fait de monter parfois sur des échelles, monter en hauteur, etc., etc. Et donc, évidemment, là, on fait là aussi une espèce d'analyse préalable sur ce qui est envisageable dans le cadre de la formation et quels sont les axes de professionnalisation à privilégier. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Stéphane Allo, vous avez beaucoup insisté aussi sur la question de l'aménagement de l'examen. Oui, Alors, on a là on a une remarque, on va dire, d'une participante où on ne va pas forcément apporter de réponse aujourd'hui, mais c'est vrai que cette remarque est très importante sur la question de process et de procédures différentes en fonction des ministères qui peuvent bien sûr, valider les examens. bien sûr. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, la loi pose que les certificateurs doivent mettre en place des procédures justement pour permettre à toute personne en situation de handicap de pouvoir avoir des aménagements pour sa période d'examen. Après, voilà, ce sont des procédures en effet qui sont construites par ministère. Bah, je dirais, s'il y a des freins qui sont identifiés, il ne faut pas hésiter à nous en faire part. Nous, on en échange également avec les institutionnels ça remonte aussi au niveau national où il y a des travaux qui peuvent être mis au niveau national, plus au niveau ministère par rapport à ces questions des procédures. Voilà. Mais c'est vrai que comme vous l'avez souligné, voilà, l'aménagement de l'examen, bien sûr, est obligatoire parce que c'est ça qui va valider et qui va permettre à la personne d'obtenir sa qualification. Ensuite, je vois qu'il reste 2 minutes. Donc, il y a des questions aussi qui sont propres, qui sont à destination du CRFH, qui sont en lien soit avec les modules de professionnalisation ou également les contacts des chargés d'appui de proximité du CRFH. N'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous avez bien compris sur la présentation de Audrey que ce soit autour de l'amélioration continue de son accessibilité ou de la sécurisation de parcours, il y a des outillages qui sont mis à disposition, qui vous sont mis à disposition, vous, centre de formation, dans le cadre de la politique régionale. Après, les outillages ne vont pas forcément être les mêmes en fonction de critères qu'on ne va pas définir maintenant ici parce que ça serait trop long. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez le faire via le formulaire de contact sur le site du CRFH et on vous accompagnera sur ces questions-là. L'idée étant que vous puissiez avoir des réponses dans tous les cas, que ce soit autour de l'accessibilité ou de la compensation du handicap en formation. Voilà, ben, il est 11 heures pile. Il n'y a pas eu énormément de questions, donc je présume que ça a été clair.
En tout cas, c'est surtout vraiment des retours à destination de Stéphane Allo et de Lucas, voilà, pour ce témoignage particulièrement riche. Oui, merci bien. En tout cas, merci pour toutes ces témoignages, ces interventions. Juste et poster dans le chat un lien vers un court questionnaire. Donc, merci hein, pour nous, ça nous permet d'avoir des retours pour les différents intervenants. Voilà, si vous pouviez passer quelques secondes pour le compléter. Donc, merci pour les témoignages et les intervenants et pour vous rappeler que le webinaire et les supports seront bien sûr à votre disposition à la fois sur le site de Cap Métier, le site du SCRFH, aussi des partenaires. Merci vraiment à tous pour ce travail collectif. Merci. Très bien. Ben, Merci écoutez, à bonne journée à tous. tous. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.